Bonjour à tous, bienvenue à vous tous d'être là un lundi matin. C'est une bonne manière de commencer la semaine, je trouve, mais c'est encore un peu le matin, le début de la semaine. Et merci à vous, Stanislas, d'être là. Je suis ravie, vraiment très heureuse de vous accueillir parce que je vous connais depuis longtemps. C'est même presque un souvenir émouvant pour moi parce que j'étais jeune journaliste, jeune critique, quand j'ai découvert vos spectacles. Alors, je n'ai pas vu le premier, La Dispute, 87-88 à Avignon, dans le Off, j'avoue, mais c'était Bête de style au Terrier, une petite salle qui s'appelait comme ça à l'époque, au TGP de Saint-Denis. Et alors là, je m'étais dit, bien, il se passe quelque chose. Hein. Aujourd'hui, vous êtes directeur du TNS, vous commencez votre 3e saison, mais je crois que je n'oublierai jamais ce premier souvenir, la rencontre avec cette ferveur, une sacrée bande de comédiens qui sortaient du conservatoire, une ferveur, un engagement sur la scène, et puis en même temps, tellement de précision. On aura l'occasion de revoir tout votre parcours au fil de cet entretien. Je ne vais pas faire des présentations un peu factices, ça va se faire au fur et à mesure, mais l'auteur, le metteur en scène, l'acteur, le directeur de théâtre que vous êtes, est-ce qu'il est toujours fidèle à ce premier moment-là, ces années d'il y a 30 ans? Oui, je crois, parce qu'il me semble que l'important quand on suit la voie artistique, c'est de tracer une route, de tracer un chemin. Il me semble que à la fin du chemin, je n'y suis pas encore, à la fin du chemin, c'est important de pouvoir se retourner et d'avoir composé quelque chose de cohérent sur la longueur. Donc, je ne peux pas dire que dès les premiers spectacles, je savais où j'allais aller, mais c'est vrai que j'ai gardé une certaine constance, et la constance, elle est surtout liée à mon rapport au texte. C'est vrai que j'ai toujours été un grand lecteur. Ma grand-mère, qui était institutrice, m'a appris à lire, etc. J'ai appris très très tôt à lire. Donc j'étais un grand lecteur quand j'étais gamin. Et puis quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était une manière de faire partager aux gens que j'aimais autour, et donc au public, les œuvres qui me touchaient. Donc ce travail, en tout cas, de diffuser les œuvres, qui est presque un travail d'éditeur, d'une autre manière, parce que quand un metteur en scène choisit une œuvre, il fait d'une certaine manière œuvre d'édition, il la porte sur la scène, il la révèle, avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, il fait ce choix-là. Hein. On a ce paradoxe que l'histoire du théâtre que nous connaissons tous, c'est l'histoire du théâtre parce que tel metteur en scène a choisi de monter tel texte. Je veux dire, Jean Vilar choisit de monter Le Prince de Hombourg à un moment donné. Il aurait pu choisir de monter, je sais pas quoi, une pièce d'Armand Gatti. On est tous éduqués par, comme ça, une histoire du théâtre qui s'écrit, qui est celle-ci. Donc, la transmission des textes, je dirais, et c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué, j'ai voulu être acteur d'abord. Et puis, très vite, en sortant du conservatoire, je me suis aperçu que si j'étais acteur, j'allais simplement répondre aux désirs des autres. On peut être un acteur et vouloir jouer Shakespeare toute sa vie et ne jamais le jouer parce qu'aucun metteur en scène ne vous proposera de jouer Shakespeare. Donc, en sortant du conservatoire, j'ai eu cette intuition de me dire, si je veux suivre les chemins justes pour moi, il faut que je puisse être, d'une certaine manière, mon propre maître dans les choix des choses que je vais défendre. Donc fidélité, oui, et fidélité au répertoire contemporain, puisque j'ai commencé avec La Dispute, vous avez raison, mais Marivaux, mais le choc pour moi, ça a été la lecture de Pasolini, qui m'a amené. Alors Pasolini, qui est un grand classique en même temps, hein, c'est-à-dire Pasolini qui s'adosse sur Sophocle, sur Échille, mais qui amène en 1968, 69, 70 une chose d'aujourd'hui à partir de tous les grands mythes anciens. Donc cette question du contemporain, oui, j'y suis toujours fidèle, à la fois en tant que metteur en scène de théâtre, en tant que metteur en scène d'opéra, puisque je mets en scène de l'opéra aussi, et qu'à l'opéra, je ne mets en scène quasiment, exclusivement que des
créations ou des opéras contemporains. Et c'est une chose qui est liée à une chose militante, il faut le dire, parce que c'est important, il me semble que c'est important. Quand Molière écrit ses pièces, c'est un jeune auteur que personne ne connaît. Et puis, donc aujourd'hui, c'est important de monter des jeunes auteurs, parce que peut-être parmi eux, on a les perles du patrimoine de demain, et qu'il faut faire ce travail-là. Et puis, par ailleurs, c'est une chose de goût aussi, c'est-à-dire que j'ai un goût pour l'aujourd'hui, dans l'art contemporain, dans l'art, dans la peinture, dans la musique. J'aime particulièrement tout ce qui a été fait après 1950 pour aller vite, c'est-à-dire ce qui m'entoure, ce qui se crée proche de moi. C'est pas que je vais, mais je vais pas facilement au musée du Louvre et je vais beaucoup plus facilement au palais de Tokyo, pas par snobisme, parce que simplement ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui s'invente et qu'est-ce qui se crée autour de moi au moment où je suis présent, et ça m'émeut. C'est très impressionnant hein, quand on regarde 70 mises en scène, dont une quinzaine d'opéras, et à 90% du contemporain. Je pense que vous avez une palme, je crois que le Théâtre du Rond-Point qui nous reçoit doit être fier de vous. Jean-Michel Ribes doit être fier de vous. Parce que là, vous défendez les auteurs contemporains. Moi, je me reconnais d'ailleurs dans la démarche du Rond-Point pour ça. C'est une des premières choses que j'ai dit à Jean-Michel quand il est arrivé ici. C'est très, très important de porter. Et surtout de raconter que le contemporain, c'est pas, comme on fait de mauvais jeux de mots parfois, le content pour rien. Hein, le contemporain, c'est vivant, c'est souvent populaire, c'est pas spécialement élitiste. On peut prendre Wajdi Mouawad, Joël Pomera, Pascal Rambert, j'en sais rien, Yasmina Reza. C'est un mythe finalement que les grands classiques, pour moi, que les grands classiques seraient seuls à même de rassembler de larges publics. Et d'ailleurs, quelques-uns des très grands succès du théâtre public ces dernières années, c'est souvent des pièces contemporaines. Je citais Pomera ou Mouawad, par exemple. Et en quoi Pasolini vous a amené vers l'art contemporain? Est-ce que ça a été lui le passeur finalement? Parce que vous avez monté 5 fois, du début jusqu'à la dernière à Fabulation, et c'est impressionnant, une constance pareille. Quand j'ai lu Pasolini, c'était une espèce de rencontre, sans faire de choses psychanalytiques, du père que je n'avais pas eu d'une certaine manière, c'est-à-dire un artiste de la génération de mon père, qui tout d'un coup, à travers ses livres, me donnait à lire, me donnait à penser, et faisait mon éducation d'une certaine manière. Donc c'est grâce à Pasolini que j'ai découvert toute la poésie du XXe siècle, que j'ai découvert un certain nombre de choses importantes après pour moi, de la même manière que la rencontre que j'ai faite avec Pierre Boulez à l'opéra plus tard, puisque le premier opéra que j'ai monté, j'ai eu ce redoutable privilège, c'était Pierre qui dirigeait le Rossignol et le Pierrot lunaire, et Pierre m'a fait naître à la musique contemporaine dans son petit bureau à l'IRCAM. C'était un formidable pédagogue, et il m'a raconté toute l'histoire de la musique contemporaine, et c'est à la suite de ce geste de passeur que je me suis passionné pour ça, parce que je crois aussi que, on a tous cette expérience-là, que c'est les rencontres qu'on fait qui nous constituent, et particulièrement les quelques rencontres importantes qu'on va avoir dans une vie, que ça peut être un prof de grec ancien, moi c'était le cas au lycée, ou voilà. Alors, vous évoquiez votre père tout à l'heure, Jean-Pierre Mocky, mais qui ne vous a pas élevé, et c'est votre mère qui vous a initié au théâtre. Alors, comment cette rencontre avec le théâtre s'est-elle faite? Alors, quand on est... Donc, mon père est cinéaste, ma mère était comédienne, elle l'est toujours. Donc, comme beaucoup de gens, je pense, quand on est fils de boulanger, on veut faire tout sauf fils de boulanger, parfois. Donc, moi, je voulais faire tout sauf ça. L'anecdote est un peu risible, mais je la raconte parce qu'elle... un voyage linguistique à Oxford, et il fallait choisir entre canoë-kayak et théâtre. Donc, j'étais pas du tout proche, je voulais surtout pas faire de théâtre. J'étais pas très sportif, voilà, bon. Donc, je voulais pas faire de canoë-kayak, donc j'ai fait théâtre. Et là, je sais pas, là aussi, vous reconnaîtrez des choses. En anglais, en plus. En anglais, voilà, c'était la leçon d'UNESCO. Et là, je sais pas quoi, Claudel dans la cathédrale, une révélation qui passait d'ailleurs parce qu'on répétait dans un vieux théâtre en bois à Oxford, qui passait vraiment par des choses
tactile. Ouais, tactile, physique. olfactif, c'est-à-dire que enfant, j'allais sur les tournages de mon père et ce qui me frappait, c'était que c'était éphémère. C'est-à-dire, c'est des décors qu'on détruit, on est là, on va tourner à tel endroit et tout ça, on perd tout. Et les théâtres, c'était des endroits qui restaient. Et ça, pour moi, c'était magique. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'après, j'ai eu l'occasion d'aller... J'aurais pu faire de l'image, on me l'a proposé à plusieurs reprises, mais ça ne m'attirait pas du tout. Peut-être voilà, parce que enfant, j'avais ce souvenir de quelque chose une équipe qui se constitue, qui se perd. Et pour moi, le théâtre, c'est aussi la troupe, c'est aussi on parlait de fidélité au départ, c'est tout d'un coup les complicités, c'est l'aventure théâtrale, parce qu'on rêve de ça, hein, quand on commence à faire du théâtre. Là, je dirige l'école du TNS à Strasbourg. Tous les jeunes gens qui rentrent dans l'école, ils rêvent de sortir ensemble pour fonder les nouvelles grandes compagnies de demain. Et c'est comme ça que... Oui, alors, pour revenir aux premiers enseignements, votre maman a monté un cours pour pouvoir vous enseigner, parce qu'elle ne voulait pas que vous ayez de mauvais profs. Hein. Voilà, alors je reviens d'Oxford, j'ai pas fait canoë-kayak, j'ai fait théâtre, je reviens la tête enfarinée, dire à ma mère, je veux faire du théâtre, c'est ma vie. Alors elle dit, oh là là. Ma mère me dit jamais, je lui dis, je vais en faire quand même, et donc elle m'envoie dans 2-3 cours d'art dramatique. Mes choix étaient plus ou moins moins heureux. Donc je reviens et je lui dis ça me plaît pas. Et donc elle dit elle avait arrêté complètement le métier d'enseigner. Et donc elle dit je veux que tu sois un bon acteur, donc je vais m'occuper de toi. Donc elle a monté un atelier de pratique théâtrale, un cours de théâtre, d'abord pour que je puisse apprendre. Après, c'est devenu une aventure importante de sa vie. Mais ça, c'est une belle histoire, évidemment, parce que ma mère, donc, m'a enseigné le théâtre. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au départ, je voulais être acteur, donc j'allais sur scène. Et puis, je regardais mes camarades sur scène pendant que ma mère les dirigeait. Et puis, un jour, mon regard s'est déplacé. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder mes camarades sur scène, j'ai commencé à regarder comment ma mère les dirigeait, comment elle faisait pour sortir à tel acteur telle chose. Et c'est là que le virus, on va dire, de la mise en scène a commencé à naître, parce que tout d'un coup, je m'intéressais plus à comment est-ce qu'on amène l'acteur quelque part plutôt qu'à l'acteur lui-même. Et après, ce qui est très beau dans l'histoire, enfin dans l'histoire qu'on a avec ma mère, c'est que ma mère avait arrêté de jouer pour des raisons personnelles, depuis très longtemps, et je l'ai remise sur les plateaux de théâtre à l'occasion de Pilade, de Pasolini, et elle n'a plus quitté les plateaux de théâtre après, donc il y a aussi, sous ma direction notamment, donc il y a une belle histoire mère-fils derrière. Oui, elle était dans Incendie. Moi, je dis, ouais, c'était un très beau personnage, une très belle mise en scène, Et aujourd'hui, comment vous faites vous étiez tout de suite avec une bande, un peu toujours les mêmes acteurs, Valérie Lang, grande actrice, votre compagne, et qui disparut en 2013, donc Emmanuel Béard, Laurent Sauvage, Gaël Baron, José Schuller, enfin... Vous étiez une bande. Alors comment on est metteur en scène dans une bande pareille, avec des personnalités aussi fortes, on réussit à rester le capitaine du bateau? Ou c'est plus collectif? Moi, je suis très capitaine, moi. Hein, c'est-à-dire, je comprends tous les jeunes gens qui font des collectifs, des trucs et tout ça, mais moi, je suis très capitaine. Ça ne me pose pas de problème, ces questions-là. Voilà, j'assume. C'est-à-dire que le metteur en scène, il est un petit peu au carrefour dans une production théâtrale. C'est lui qui va chercher l'argent, c'est lui qui propose le texte, c'est lui qui va chercher les acteurs, c'est lui que la presse interviewe souvent. Il est au centre un peu de toute une galaxie. C'est très passionnant, très fatigant aussi. Donc la question on va dire de la légitimité d'être celui qui va guider, alors là, je ne sais pas d'où ça vient, mais vous l'avez senti très tôt, hein, parce que... J'ai toujours eu. C'est pas de l'immodestie quand je dis ça, c'est que simplement, il me semblait que c'était important le peintre. Le peintre, il est seul dans son atelier. Il est maître à bord complètement. Le metteur en scène, il est chargé de faire que toutes les couleurs de la toile existent. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et c'est à la fois passionnant, épuisant, d'autant plus qu'on a ce paradoxe quand on est metteur en scène au théâtre, à part peut-être Ariane Mnouchkine, parce qu'elle a créé des conditions de production très particulières, ou Peter Brook. Nous, on sait qu'on va répéter 2 mois. On sait que le jour de la première, même si on n'est pas content de ce qu'on a fait, on est obligé de le montrer. Ça, c'est très, très particulier et souvent très douloureux.
parce qu'on le sait. On sait qu'on n'a pas été au bout. Le peintre, il aura toujours cette capacité de dire « ma toile n'est pas prête, je ne la montre pas à un galeriste, ou je la jette, ou je la déchire ». Nous, on n'a pas cette capacité-là. Et ça, c'est extrêmement... C'est quelque chose de très particulier. Parce que ce n'est pas seulement des questions d'insatisfaction. Il y a un certain nombre de spectacles où on arrive à la première et on sait que c'est pas prêt. C'est rarement fini un spectacle le jour de la première. Oui, mais parfois c'est vraiment pas fini en plus. Ça arrive, ou c'est raté, parce qu'on est conscient de ça. Je ne vous citerai pas de nom de spectacle que je ne porte pas dans mon cœur, que j'ai réalisé. Pourquoi C'est bien, c'est intéressant les ratages. Je l'ai fait une fois sur le Songe d'une nuit d'été, et puis tous les qui étaient un spectacle que je n'avais pas aimé, qui avait beaucoup marché mais que je n'avais pas aimé faire. Et tous les coproducteurs me sont sautés dessus en disant mais comment tu peux renier quelque chose qu'on a fait ensemble. Donc je ne le fais plus. Mais en tout cas, parfois c'est raté. Et on a juste envie de rentrer sous terre parce que la salle est pleine à ras-bord le jour de la première, qu'il y a tous les critiques qui sont là, etc. Et qu'on ne peut rien faire. La vie est cruelle pour mais en même temps, c'est très beau parce que c'est ce danger, c'est ce risque-là. Et vous aviez dit dans vos jeunes années de metteur en scène que vous aviez envie de toute façon de révéler les moments de répétition, que c'était ça que vous rêviez de faire sur scène, d'être le plus sincère possible, toujours en construction. Ça, j'ai changé. Je crois que j'ai changé. C'est-à-dire que, on va dire que, mais ça c'est normal quand on démarre, et heureusement, parce qu'en ce moment je parle beaucoup aux jeunes metteurs en scène qui sont, on a une école de mise en scène aussi au TNS, et je leur dis, c'est bien que sur vos premiers spectacles vous soyez radicaux, dogmatiques, sur les premiers, pas tout le temps. Il faut savoir après assouplir les angles, mais c'est très important d'affirmer quelque chose très fortement, voire trop fortement. Et ça, je l'ai fait dans mes premiers spectacles. J'ai amené ou j'ai ramené dans le théâtre français la singularité, on va dire peut-être de ce que j'ai pu amener à un moment donné. C'était un retour assez fort à la frontalité, avec les acteurs vraiment face publique, qui était d'ailleurs un retour au théâtre antique. Simplement, ça passait là aussi par Pasolini, et petit à petit j'ai déconstruit ça, parce que ce qui est très important aussi, moi je vis toujours dans une hantise, c'est de mal vieillir dans mon art. Je vous rassure, c'est pas le cas. Quand on se souvient de Eric von Stroheim qu'on a vu ici au printemps, c'était une œuvre terriblement accomplie, bouleversante. Le truc, oui, mais le truc, c'est que ce que j'ai trouvé, comment dire, quand on est metteur en scène, c'est peut-être pas le cas de tous les métiers artistiques, mais quand on est metteur en scène, on acquiert assez vite un savoir-faire. Très vite, on peut faire un spectacle qui présente bien, où il y a des beaux décors, des beaux costumes, des bons acteurs, etc. C'est pas le plus difficile, le savoir-faire, on l'acquiert très vite. Après, garder la singularité d'une démarche, prendre des risques constamment, faut se pousser, parce que quand je suis parti sur Eric von Stroheim ou sur Je suis Fassbinder, mon premier spectacle là, au TNS, qui est quand même une très grosse institution, j'arrive, je commande une pièce à Falk Richter, je ne sais pas ce que ce sera, j'ai pas monté Les Trois Sœurs pour être tranquille, ou de Tchekhov, etc. Je fais une commande, bon, je prends ce risque-là, mais je dirais alors, si tant est que je vous écoute avec les choses très gentilles que vous dites, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas les spectacles, là c'est important. Mais quand on prend des risques, pour moi, on ne se trompe pas. C'est-à-dire ça protège. Parce qu'on est dans une acuité autre du rapport à la création, on le sait. Et par exemple, à l'opéra, c'est intéressant. Pourquoi j'aime travailler à l'opéra sur les œuvres contemporaines ? C'est parce qu'en général, dans une saison d'opéra, vous avez une Traviata, un Os de Figaro, vous avez tout le répertoire, et puis il y a une pièce contemporaine qui se balade, et tout l'opéra a peur. Que ça soit un four, que ça marche pas. Les chanteurs découvrent l'œuvre en répétition, alors que quand ils font un Don Giovanni, ils l'ont déjà chanté 5 fois, 10 fois ailleurs, la musique contemporaine, c'est pas ce qui est le plus grand public non plus. Voilà, donc il y a une espèce de risque qui est assumé par l'ensemble de l'opéra, qui rend bon, je ne sais pas, bon, vous m'entendez ce que je me dirais, mais tout d'un coup, qui oblige à rien lâcher. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me faire peur. C'est-à-dire, je lis énormément de pièces, et donc, par exemple, quand je choisis une pièce, il y a des tas de pièces que j'aimerais bien, que je trouve très belles, mais je me dis, ça, je sais le faire. Donc, je ne le fais pas. Et dès que je tombe sur quelque chose qui on va dire, me plaît et m'inquiète, c'est-à-dire quelque chose où je me dis,
là, je ne vais pas y arriver. Quand j'ai fait Parler Village dans la cour du Palais des Papes, un sacré pari. En 2013, vous étiez artiste associé à Avignon. Voilà. Et Parler Village, c'est une pièce avec d'énormes monologues, etc. Entre que c'est pas si facile que ça et tout ça. Bah, c'est en se faisant peur. Le Eric von Stroheim, qui a divisé aussi le public, c'était pas évident de dire on va faire grande salle. D'ailleurs, merci à Jean-Michel d'avoir pris ce risque avec moi, mais de faire grande salle, cette pièce de Christophe Pollak, qui n'est pas un auteur encore, d'ailleurs, très reconnu. Mais c'est du risque. Un drôle de triangle amoureux, avec une femme qui a le pouvoir dans Le sexe et c'est l'amour, qui commande les hommes. Et c'était une très belle Emmanuelle Béard, mais c'est une pièce complexe dont on ne connaît pas finalement le fond du message. Mais là aussi, j'aime bien l'idée de l'étude. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une grande frustration dans ma vie, c'est que à un moment donné, j'ai choisi. J'aimais les études, j'avais envie de faire des études assez longues, et puis il y avait le théâtre à côté, il fallait que je choisisse. Vous auriez pu être historien. Entre les deux, voilà. Et pourquoi j'ai choisi le théâtre, c'est parce que je me suis dit, si je fais des études d'historien, je vais être seul pendant des années, et puis peut-être même après. Et le théâtre, je vais être avec des gens. Voilà. Et j'ai choisi le théâtre pour ça. Et en même temps, pour moi, les répétitions d'un spectacle, c'est comme une étude. C'est comme si on a la pièce devant nous et puis on va l'étudier, on va la creuser. Donc pour que l'étude soit intéressante, il faut qu'au départ, on ait quelque chose qu'on n'ait pas compris, qui nous échappe. Mais alors, quel est le rôle du metteur en scène là, à ce moment-là? Il explique le texte, il rêve à la scénographie, et comment il fait advenir la présence aux acteurs, parce que vos acteurs sont très 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 présents sur scène. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de types de metteurs en scène différents, évidemment. Moi je suis arrivé après une génération, la génération de mes aînés, les Jean-Pierre Vincent, les Patrice Fiero, étaient des gens qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé la revisitation des classiques. C'est-à-dire, on va monter Tartuffe, ce qu'Ariane avait fait, par exemple Mnouchkine, et puis raconter quelque chose sur l'Iran d'aujourd'hui à travers le Tartuffe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend une œuvre classique et ou prendre les Perses d'Eschyle et puis raconter la guerre d'Irak aujourd'hui. C'était une génération donc qui, d'une certaine manière, disait, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, disait venez voir ce que moi, Jean-Pierre Vincent, ou ce que moi, Ariane Mnouchkine, j'ai vu dans Tartuffe ou j'ai vu dans, etc. Donc pour moi, j'ai travaillé un peu en réaction à ça, parce qu'on travaille toujours en réaction vis-à-vis de nos aînés, heureusement. Comme aujourd'hui, quand je vois les spectacles de Vincent Macaigne, je me dis, il a dû venir voir des spectacles que j'ai faits, il a dû se dire, mais c'est tellement épouvantable ce qu'il fait, tout ça, moi je vais casser tout ça, et je trouve ça formidable. De dire, les spectacles de Nordey sont hiératiques et tout ça, moi je vais mettre de la vie sur le plateau, quelque chose comme ça. Bah, moi, ce qui s'est passé avec la génération de Jean-Pierre, Patrice, et tout, qui sont des gens que j'admire énormément, c'était de me dire, je ne veux pas que le point de vue du metteur en scène soit premier. Pourquoi ? Parce que pour moi, le vrai créateur, c'est l'auteur, d'abord, et c'est l'acteur. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que l'acteur et les grands acteurs étaient des vrais créateurs. D'ailleurs, je pense que les acteurs que vous aimez au théâtre sont souvent ces grands acteurs qui n'auraient presque pas besoin de metteur en scène. J'exagère un peu, et c'est pas pour dévaloriser la place du metteur en scène. Mais donc, il me semble que le metteur en scène, son rôle, c'est d'articuler quelque chose, d'organiser quelque chose, de savoir être le capitaine d'une aventure, de savoir faire rêver toute une équipe de techniciens, d'acteurs, etc., de les guider sur un chemin. Mais par exemple, aujourd'hui, je trouve toujours qu'il y a une trop grande toute-puissance du metteur en scène. Alors, ce qui est marrant, dans le théâtre public... Mais vous l'êtes quand même, ce metteur en scène. Oui, bien sûr. Mais j'essaye d'avoir un regard, on va dire, ouvert là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans le théâtre public. Parce que dans le théâtre privé, on connaît moins les noms des metteurs en scène. C'est plus... Il y a des auteurs stars, il y a des acteurs stars. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est assez intéressant de voir la différence, alors que dans le théâtre public, c'est le metteur en scène la vedette, d'une certaine manière. C'est parce qu'ils sont aussi directeurs de théâtre. Ça tient aussi directeurs de théâtre, mais il y a aussi Bernard Murat, il doit être directeur de théâtre, il est toujours, aussi dans le privé. Mais, et ça, c'est encore une autre chose, d'être directeur de théâtre plus metteur en scène, c'est très compliqué. Mais Claude Régis disait un jour, dans une réunion avec des gens de ma génération, nous disait, ne prenez jamais la direction d'un théâtre, c'est la mort de l'artiste en vous. Alors, tiens, quelle belle transition.
Parce que vous l'avez approché à Padeloup, l'institution, hein, d'abord en étant co-directeur à Nanterre avec Jean-Pierre Vincent. Là, vous avez appris dans une grosse maison, vous avez tout observé, tout défriché, puis vous avez dit, oh là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et vous vous retrouvez au TGP de Saint-Denis, de 98 à 2000. Hein, et là, vous êtes plein d'allant. Moi, j'avais assisté à la naissance de ce projet, comme j'avais été... au tout début, voir ce que vous vouliez, ce que vous aviez dans le ventre. Et je me souviens, Valérie Lang et vous étiez dans les starting blocks, rencontrer la population, faire du théâtre contemporain, jouer tous les jours, jouer l'été. Vous avez joué au mois d'août. Oh, c'était absolument formidable, hein, 25 compagnies. Bon, au bout de 18 mois, il y avait un petit problème, c'est qu'il y avait une alerte rouge déficitaire. Alors, la profession vous en a beaucoup voulu. Vous avez tout remboursé, hein, vous avez redressé, tout remboursé. Mais j'imagine que ça a été une expérience douloureuse. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette aventure-là dans votre rôle de directeur au TNS, à Sagy, TNS qui est comme un grand voilier qui est reparti, là, qui rencontre son public comme jamais. Alors, qu'est-ce qui reste? On n'aura pas le temps, hein, parce que c'est toute une histoire, mais je vais essayer d'être synthétique. Le TGP, c'était des jeunes gens de 30 ans. On a été nommés très très tôt. Hein. J'avais 30 ans quand j'ai été nommé J'étais le seul de ma génération à cette époque-là. Stéphane Braunschweig a été nommé presque après à Orléans. Et comment je peux dire ça? On voulait tout changer. On voulait changer le monde, mais on était seuls. Donc... on voulait être le ministère de la Culture parce qu'on se disait le ministère de la Culture d'être pas assez les jeunes compagnies. On voulait être le ministère de l'Éducation parce qu'on se disait il n'y a pas assez de trucs faits pour les mômes en Seine-Saint-Denis. Voilà, on voulait porter, on voulait être Atlas et porter la terre sur nos épaules. On y croyait et c'est en ça qu'il y a quelque chose que je ne regrette pas. Parce que je pense qu'il est important que quand on est des jeunes artistes, qu'on a 30 ans, etc., on ait envie... par exemple, je suis très admiratif de toute l'aventure de Thomas Joly, parce que Thomas Joly, c'est quelqu'un qui essaye de changer les choses aussi à sa manière. Et c'est important de le faire, même si on échoue, même si on ne réussit pas tout. Et ce qui était intéressant, c'est que on va dire, on s'est heurté, on était très dogmatique et trop dogmatique, justement. Parce que vous vouliez que les subventions vous suivent, hein. C'était un peu la charrue avant les bœufs. Oui, voilà. Oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, je me rappelle ce qu'on se disait, puis je vivais avec Valérie Lang, qui était la fille de Jack Lang, ça n'avait rien à voir, mais simplement on se rappelait du moment où Patrice Chéreau et Catherine Tasca étaient arrivés à Nanterre-Amandier, et où finalement on avait discuté avec eux. Patrice m'avait dit, mais nous, on allait chercher des subventions en plus parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, etc. Et tout ça, le ministère nous écoutait parce qu'on avait un projet formidable. Oui. Donc moi, j'ai cru ça au départ. Qu'on allait vous écouter. Bah oui. C'était Catherine Trottmann. Mais donc, après, ça a été ce qui est important de dire, c'est que ça a été une très belle aventure parce qu'on a été véritablement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on s'est coltiné avec ce serpent de mer du renouvellement des publics, des non-publics, de pourquoi les gens ne vont pas au théâtre, pourquoi, etc. On se l'est vraiment coltiné. C'est-à-dire on a eu en sortant, on avait une véritable expertise de pourquoi les gens n'allaient pas au théâtre, comment faire qu'ils viennent au théâtre, parce qu'ils sont venus. Oui, vos acteurs étaient sur le terrain, dans les ateliers. Simplement, quelques années après, j'ai retrouvé mes agendas de l'époque. J'ouvre, je vois que j'avais des rendez-vous le matin à partir de 7h du matin et mon dernier rendez-vous était à 1h du matin. Donc, on était, j'ai une espèce de nausée rétroactive en voyant, on avait tout donné. Et en même temps, je pense qu'on a semé un certain nombre de belles questions qui après on rebondit. D'ailleurs, Jean Bellorini aujourd'hui se ressaisit de choses sur le territoire de Saint-Denis qu'on a développé. Ça a essaimé beaucoup de choses, mais on est sorti de là effectivement exsangue, épuisé physiquement. Oui, Claude Régis avait raison parce que finalement, pendant les 4 ans de Saint-Denis, moi je n'ai peu ou pas créé parce que finalement le spectacle que je faisais c'était l'aventure de Saint-Denis, mais ce n'était pas un spectacle sur le plateau. Mais je regrette rien. Et donc là, pour revenir au TNS... Et en revanche, ça, je peux témoigner, parce que souvent, je croise ça quand je rencontre des jeunes auteurs, ou enfin, de jeunes compagnies. Où est-ce que vous avez commencé? C'est toujours la question qui compte pour moi. J'étais dans les couloirs. Nordé m'avait quand même accordé une place, une pièce, en plus des 25 compagnies officiellement programmées. Il y avait toujours de la place pour ceux qui voulaient essayer des trucs. Lazare, par exemple, qui bon. Mais voilà. Comment ne pas perdre ça? On le perd parce que qu'est-ce qui s'est passé honnêtement, en sortant de là,
on avait essayé de changer le monde un peu. Et puis c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai appris une chose, en tout cas, c'est que ces institutions-là sont magnifiques, c'est très beau, toutes ces institutions culturelles et tout ça, mais elles sont très lourdes quand même à bouger de l'intérieur. Donc, quand on est arrivé à Saint-Denis, on pensait qu'on pouvait changer l'institution. En sortant de Saint-Denis, on a compris qu'on ne pouvait pas changer l'institution, mais par contre qu'on pouvait infléchir un certain nombre de choses, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Et en arrivant, pourquoi est-ce que là j'ai recandidaté pour le TNS longtemps après, hein, 15-16 ans plus tard, je sais pas, c'était parce que justement, c'est une question de responsabilité. Je me disais, il y a toute une série de chantiers. Moi, j'étais metteur en scène nomade, je montais mes projets comme je voulais, où je le voulais. Donc, reprendre un théâtre, c'est plutôt un fardeau. Hein. Mais je me suis dit, ma génération a une responsabilité, il ne faut pas qu'on lâche ces lieux-là, qu'on continue à creuser un certain nombre de chantiers. Je ne vais pas les énumérer ici, mais donc j'ai repris vraiment le TNS pour creuser aussi cette question du théâtre public, qui est une question qui me passionne, parce que je ne l'ai pas dit, mais ma naissance au théâtre public, c'est ma rencontre avec Jean-Pierre Vincent à Nanterre-Amandier, enfin au conservatoire d'abord, il était mon professeur, qui était tout d'un coup cette mémoire incroyable alors oui, de l'époque avec Patrice Leroy, Sartrouville et tout ça, mais de tout le reste, et de Strasbourg, du TNS, et le théâtre public, j'y crois. Je sais ce que c'est. Alors, quel est le rôle d'un théâtre public ? Le théâtre public, c'est de s'adresser au plus grand nombre de personnes, et notamment à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller généralement au théâtre. Ça, c'est pour ça qu'on subventionne, l'État et la région subventionnent la place du spectateur dans le théâtre public, alors que dans le théâtre privé, ce n'est pas le cas, voilà, d'une manière très indirecte. Et c'est la question du risque. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on va programmer un spectacle dans le théâtre privé, il faut s'assurer plutôt d'avoir une vedette, que ce soit l'acteur, que ce soit l'auteur. Il y a moins de temps de répétition, il y a moins de moyens pour faire de la lumière, pour faire des décors, etc. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé le théâtre d'art, même si ça n'a pas toujours été vrai, puisque il y a les fameux exemples de En attendant Godot qui se créent dans le théâtre privé et pas dans le théâtre public. Mais en tout cas, on a les moyens de chercher dans le théâtre public. Et puis je pourrais dire que c'est l'équivalent d'une certaine... On fait 2 spectacles en ce moment au TNS, un spectacle sur Marguerite Duras, un spectacle sur Andrei Tarkovsky. Et donc, je trouve ça intéressant parce que finalement, le théâtre public, on pourrait dire que c'est l'équivalent du cinéma à réessai. Il y a Intouchable et je sais pas, Danny Boone, c'est très bien. Et puis il y a Maurice Pialat et je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire. Et oui, quand on va voir un film de Bertrand Bonello, on peut être désarçonné, etc. et tout ça. Mais on traverse une expérience. Et le théâtre public prend le risque pour moi, un pacte avec le spectateur qui est: on n'est pas là pour vous plaire, on est là pour que vous puissiez sortir de la salle en ayant des tas de choses à vous dire, à vous disputer, à ne pas être d'accord sur ce que vous avez vu. Et ça, c'est ce que je trouve beau en général aussi dans l'art, c'est-à-dire que, je sais pas, on prend un monochrome d'Yves Klein, les gens qui ont découvert les monochromes d'Yves Klein au départ, il y a des gens qui disaient c'est n'importe quoi, c'est juste du bleu comme ça, et puis il y avait les gens qui voyaient que derrière c'était quelque chose qui peignait peut-être Dieu, peut-être l'absolu, etc. C'est-à-dire que ça pour moi, le théâtre public est le porteur de ça. Ça veut pas dire, moi j'ai aucune animosité contre le théâtre privé, ça veut, parce qu'il y a des belles choses qui s'y font, mais ça veut dire que les conditions de création sont pas les mêmes. Pour des choses toutes simples, par exemple, quand je vais produire un spectacle au TNS, avant que le spectacle soit créé, je sais que le spectacle va déjà jouer, je sais pas, 100 fois. Au théâtre privé, si ça ne marche pas, ça s'arrête, oui, par exemple. Et nous, on prend le risque, et c'est un risque, et il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il faut, au théâtre public, que les salles soient vides, parce que d'ailleurs c'est faux, les salles dans le théâtre public sont souvent pleines, hein, et très pleines. Mais ça veut dire que c'est un endroit où le spectateur vient autrement. Et ce que j'aime bien ici, et ça c'est des discussions que j'ai avec Jean-Michel souvent, c'est qu'il a réussi à créer un lieu où c'est des publics très mélangés. C'est-à-dire qu'ici, au Rond-Point, il y a un public qui va plutôt au théâtre privé et un public qui va plutôt au théâtre public. Et quand on est sur le plateau, c'est extrêmement agréable. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que si je suis, je sais pas, Chantal Latsou ou Muriel Robin et que je joue mon spectacle, je sais que je suis devant une salle conquise.
Je sais que les gens viennent voir et ont envie d'eux, etc. Donc, au théâtre public, c'est l'inverse. Donc ici, quand on vient jouer ici, moi, quand je viens jouer ici, je ne sais jamais qui vous êtes. Et donc, c'est intéressant pour ça, parce que quand je joue à la Colline, je sais que c'est le public de la Colline qui vient, et je sais ce qui vient chercher le public de la Colline. Au théâtre Mogador, on sait un peu ce qui vient chercher. Ici, c'est plus mélangé. Et ici, il y a ce truc très particulier, c'est très très particulier, que d'un soir à l'autre, il y a des réactions très très différentes du public. Et ça, je trouve que c'est une vraie belle chose réussie. On va lui donner la parole au public du Rond-Point. Cher public du Rond-Point, c'est à vous. C'est à vous de poser les questions. Oui. Qui a levé le doigt? Vous signalez à la jeune femme en bleu. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de votre expérience de jeune metteur en scène. Et je voulais savoir ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un jeune comme moi qui veut se mettre en scène, faire de la mise en scène. De ne pas transiger avec tes désirs, avec tes envies. Ça commence par là, c'est-à-dire, on est chaque... Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on choisit les textes qu'on va monter, donc pour pouvoir ensuite embarquer une équipe théâtrale, des acteurs, puis un public, il faut être fort de ce qu'on défend. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un spectacle que je reniais, qui était Le Songe d'une nuit d'été. Pourquoi ? C'est un spectacle très bien fait, je pense, on va dire d'une manière, si je regarde le spectacle, je me dis, oh, ils ont bien travaillé les gens. Mais c'était un spectacle que j'avais fait pour des mauvaises raisons. C'était Jean-Pierre Vincent, je venais d'arriver à Nanterre, m'avait dit, ce serait bien quand même que tu fasses pas que des contemporains, que tu te tartines à un grand classique. Il pensait à sa salle. Oui, il pensait aussi à sa salle, mais pas seulement. Je pense qu'il pensait vraiment que c'était important pour moi de me confronter à ça. Donc, je me suis dit, je vais faire Le Songe d'une nuit d'été parce que j'aimais bien les scènes des artisans, etc. C'est une magnifique pièce. Oberon Titania, mais problème, je l'avais choisi pour des mauvaises raisons. J'étais pas amoureux de ce texte. Ce qui fait qu'en plein milieu des répétitions, j'avais vraiment ce qu'on peut appeler une panne d'inspiration, la page blanche, parce que par exemple, ça ne regarde que moi, mais tout le passage des amoureux, mais ça m'intéressait absolument pas. Et c'est une grande partie de la pièce. Oberon Titania, ça m'intéressait. Les artisans, ça m'intéressait. Etc. Mais les amoureux... Et en plus, je jouais un des 4 amoureux. Donc, en plus, je jouais quelque chose que je revendiquais pas. Vous préférez les amoureux selon Pellet, alors? Voilà. Et du coup, c'est ça. C'est juste pour dire que parfois, on fait des choses pour des mauvaises raisons. On va choisir quelque chose parce qu'on va se dire... je vais mieux le vendre au producteur parce que j'ai du mal à vendre mon texte contemporain, etc. Et je crois que la force de n'importe quel artiste, c'est de jamais transiger avec son désir, avec ses envies. Et après, en tant que metteur en scène, mais alors là, pareil, il y en aurait pour des heures, très concrètement, c'est de réaliser le côté chef d'entreprise qu'il y a quand on est metteur en scène. Et ça, on ne le réalise pas forcément quand on démarre. C'est-à-dire on a à gérer un nombre de personnes incroyable. Moi, je suis acteur pour d'autres. Je joue dans les spectacles d'autres metteurs en scène. Quand je suis acteur, c'est les vacances. C'est-à-dire que mes amis acteurs sont exaspérés quand je dis ça, parce qu'ils disent c'est pas les vacances d'être acteur. Mais tout d'un coup, d'avoir ce luxe de ne s'occuper que de soi, mais c'est par rapport au metteur en scène, alors que le metteur en scène, il est là, et puis il y a l'éclairagiste qui vient lui dire il y a un projecteur qui ne marche pas aujourd'hui, comment on fait? Il y a l'acteur qui sous, dit... etc. Voilà. Une autre question? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'acteur et de l'auteur par rapport au metteur en scène. Je suis d'accord avec vous. Et j'ai fait un peu de mise en scène et beaucoup de travail de comédienne. Et vous avez parlé aussi du rôle de votre maman dans votre formation d'acteur. Alors, j'ai été comme elle à l'école de Tania Balachova et j'aurais aimé savoir si cette tradition de formation d'acteur, Stanislavski, on pourrait faire bref, vous inspirez encore, si vous pensiez qu'un acteur peut encore se fier aux enseignements de Stanislavski aujourd'hui. C'était la formation de votre maman. Oui, alors, Balachova avait déjà, de ce que me dit ma mère, s'était inspiré de Stanislavski pour
pousser le truc ailleurs parce qu'on était en France et pas en Russie, etc. Donc Stanislavski, c'est né en Russie, c'était vraiment lié. C'est comme l'acteur studio qui se réclamait de Stanislavski, qui était complètement autre chose parce qu'on est sur un autre continent, dans une autre histoire. Oui, cette tradition, en tout cas, de rencontrer. Le personnage ou le rôle est une chose importante qui a bougé. Mais alors, ce qui est beau, c'est que, peut-être vous avez tous fait l'expérience comme moi je l'ai faite, moi j'ai pas vu Gérard Philippe sur scène. J'ai entendu des enregistrements. Et quand j'entends les enregistrements, je me dis, mais il est très mauvais, il chante. On avait le même disque alors. Etc. Et tout ça. J'étais très étonné. Je me dis, mais Gérard Philippe, le grand acteur, etc. Parce qu'évidemment... et heureusement, l'art de l'acteur bouge, évolue. Par exemple, ça c'est pour répondre directement à votre question, c'est que oui, ça part de Stanislavski, puis heureusement que ça ne reste pas Stanislavski, mais que ça évolue. Mais je crois que ça, c'est une des pistes très importante. Mais par exemple, peut-être si vous êtes des spectateurs de théâtre, au moment où Antoine Vitesse, grand metteur en scène, a commencé à faire du théâtre, les acteurs qui travaillent avec lui, qui sont aujourd'hui considérés comme des grands acteurs, Valérie Dréville, Johnny Gastaldi, Dominique Valadier, on disait que c'était des mauvais acteurs qui jouaient faux. Pourquoi ? Parce qu'ils changeaient quelque chose du mode de l'acteur tel qu'il était à ce moment-là. Donc oui, je crois que la tradition de Stanislavski, elle reste. Mais il faut toujours faire gaffe de pas... Ça, je dis, c'est un autre truc pour le jeune metteur en scène. Oui, lisez les livres de théâtre, lisez les méthodes, mais c'est comment est-ce qu'on réinvente sans cesse par rapport à ce qui n'est. Peut-être que le cinéma est celui qui est d'une certaine manière le plus redevable à Stanislavski, à garder quelque chose comme ça sur l'immédiateté, l'identification au personnage, etc. Mais après, le théâtre a bougé, bougera encore. Et puis avant Stanislavski, il y a eu d'autres théoriciens du théâtre. Il y a eu Diderot bien avant. Après, il y en aura d'autres. C'est comment est-ce que... Moi, j'ai toujours essayé de travailler comme ça aussi. J'ai eu des grandes admirations pour des artistes, et c'est comment est-ce que on n'est pas aveuglé par l'admiration. Souvent, je dis à mes élèves à Strasbourg, moi, mon théâtre, il est mort. Le théâtre de Ariane Mushkin, il est mort. Même le théâtre de Vincent Macaigne, ça y est, il est mort. C'est-à-dire que ne cherchez pas à nous imiter. Cherchez à changer l'histoire du théâtre. Et quand on voit toutes les avant-gardes en peinture, ce qui se passe entre 1905 et 1930, c'est le surréalisme arrive, et puis Dada, et puis machin, et tout ça. Et ça n'arrête pas comme ça de tout chambouler. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire de l'art. Donc c'est comment est-ce que, oui, on garde quelque chose de l'ordre de la tradition. Et le théâtre, ce qui fait plaisir aussi, c'est que, oui, il y a des écrans vidéo sur les scènes de théâtre maintenant, partout, trop, moi j'aime pas ça, mais en même temps, le théâtre, il existe depuis 2000 ans. La télé, elle existe depuis combien ? 50 ans, 60 ans. Le cinéma l'âge de Télérama, à peu près. Voilà. Et le cinéma depuis 100 ans. Ben, on verra s'il y a encore du cinéma et de la télévision dans 2000 ans. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que le théâtre a cette faculté incroyable, parce qu'il est dans le rapport dans lequel on est là, parce qu'il y a des gens qui sont là, en chair et en os, qui viennent s'exposer, parce que c'est difficile de venir là, c'est pas simple. Ça demande... Emmanuel, vous aviez le trac avant de venir sur la grande scène, mais avec vous, va, tout va bien. Et du coup, c'est pas simple, parce que finalement, quand on arrive sur une scène de théâtre, on est avec sa petite personne, là, on essaye de jouer le fier à bras, mais vous êtes 500, vous êtes 600, à la cour d'honneur du PD des Papes, vous êtes 2000. C'est terrifiant, c'est véritablement terrifiant. Parce qu'en plus, on se pose tous la question, tous les plus grands acteurs, mais en quoi je suis légitime pour que quelqu'un vienne s'intéresser à ce que je vais faire? On se pose tous ces questions-là. Donc je ne sais plus, je me suis perdu, mais j'essaie de répondre. Alors je laisse la parole au public. Monsieur. En revanche, moi je ne suis pas sûre de me lever, je suis bien sur mon fauteuil. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et vous êtes acteur. Donc, quand vous êtes dans le rôle du metteur en scène, comment vous parlez à vos acteurs? Est-ce que vous les dirigez? Est-ce que vous ne les dirigez pas? Vous voulez dire quand je suis acteur et metteur en scène dans le même spectacle ou non, indépendamment? Ça, c'est encore une autre question. C'est encore un autre rôle à jouer, mais en tout cas, quand vous êtes comment metteur vous dirigez en scène, les acteurs, voilà, oui. Alors, je peux vous dire quelque chose qui est intéressant dans mon histoire, en fait. Donc, je fais le conservatoire, je vais être acteur, et puis à la sortie du conservatoire, il se trouve que
y a plein de belles aventures de metteur en scène qui m'arrivent, donc je m'arrête de jouer. Beaucoup. Je joue pratiquement plus de temps en temps dans un de mes spectacles, mais encore le moins possible. Donc pendant 15 ans, finalement, je ne joue pas pour d'autres. Et donc je travaille, je dirige les comédiens, en ayant oublié un peu ce que c'est que d'être comédien, en étant metteur en scène. Donc je fais plein d'erreurs, tout le temps. Je m'en suis aperçu après, c'est-à-dire j'oublie qu'un comédien c'est fragile, que c'est susceptible, que sous prétexte par exemple, après ce qu'on appelle un filage, une répétition, on fait souvent des notes aux acteurs. Par exemple, je prends à cœur de dire on va faire des notes collectives parce que c'est important que ma Chine, tout le monde puisse entendre qu'elle n'était pas bonne aujourd'hui, comme ça ils ne vont pas faire comme elle, etc. et tout ça. Bon, des trucs comme ça. Après, il se trouve que voilà, je ne vous raconte pas toute ma vie, mais il se trouve que je me remets à jouer et à être acteur pour d'autres. Et là, je me rappelle ce que c'est qu'être acteur. Donc ça a été une expérience très très concrète. Je suis retourné mettre en scène de manière extrêmement différente, après dans mon rapport aux acteurs. De deux manières. J'ai su traquer toutes les petites bêtises. Et c'est pas rien. Un acteur, il est fragile, donc il est susceptible. Tout ça, j'ai su travailler avec. J'ai fait plus attention aux acteurs. Et puis, j'ai fait plus confiance aux acteurs. Parce que finalement, quand on est metteur en scène, il y a quelque chose en nous, c'est un orgueil, hein, qui est, ils viennent pour m'aider à construire mon objet. J'espère qu'en plus, ils vont pas l'abîmer, mon objet. Mais pourquoi ils ont joué comme ça ce soir, etc. Et en revenant à l'endroit de l'acteur, pour d'autres metteurs en scène, je me suis rappelé la force de l'acteur, sa puissance de proposition dans le bon sens du terme, pas dans une question de conflit avec le metteur en scène, mais simplement le fait que l'acteur, d'abord il est souverain quand il est ici, parce que pendant la représentation, le metteur en scène n'est pas là, il est caché, il n'est pas là, c'est l'acteur qui est là. S'il le voulait, l'acteur pourrait faire ce qu'il veut. Il ne le fait pas parce qu'il rentre dans un projet. Enfin, il y a certains acteurs qui le font d'ailleurs. Lars Eidinger, je pense à lui. Et donc ça m'a redonné aussi, et ça c'est très précieux, parce que je pense que souvent, le metteur en scène se méfie des acteurs. C'est drôle parce que les chorégraphes contemporains font beaucoup plus confiance à leurs interprètes. Oui, mais je pense aussi que parce que, peut-être une petite différence, c'est que le bon danseur ou le bon chanteur d'opéra, il y a des notions très objectives, physiques. C'est-à-dire que, je ne sais pas quoi, quand on veut devenir petit rat, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, à l'opéra, on prend les meilleurs. Quand on veut devenir chanteur d'opéra, on prend les meilleurs. Il y a un marché, d'ailleurs. Moi, un jour, comme ça, on me propose un opéra. Et puis, j'étais très content, très flatté. Et puis, je croise Stéphane Braunschweig. Je lui dis, je fais tel opéra. Il dit, ah oui, mais je l'ai refusé la semaine dernière. Super leçon d'humilité. Ça voulait dire que sur la liste des meilleurs à l'opéra, j'étais le numéro 2 et pas le numéro 1. Et les acteurs, c'est autre chose. Parce qu'un acteur, c'est très, très subjectif. Vous-même, quand vous allez au théâtre, il y a des acteurs qui vous touchent, d'autres qui ne vous touchent pas. Et ce n'est pas lié simplement au fait qu'ils sont bons. Je ne sais pas quoi, on va dire Isabelle Huppert, c'est une actrice magnifique, mais il y a des gens qui la trouvent froide, qui la trouvent désincarnée, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment est-ce qu'on qualifie le travail qu'un acteur, ce qu'un acteur, c'est beaucoup plus complexe finalement qu'un danseur ou un chanteur d'opéra, parce que là, il y a des données objectives. Alors que, par exemple, je fais passer depuis des années les concours des grandes écoles d'art dramatique. C'est pas vrai qu'on est objectif quand on choisit les jeunes gens. Il y a une énorme part de subjectivité. On essaye d'être le plus objectif possible, mais il y a des gens qui nous touchent plus que d'autres, parce que les acteurs, c'est aussi des humanités. Donc voilà. Est-ce qu'on a le droit pour une nouvelle question, ou alors est-ce qu'il faut passer? Non, on me fait la croix finale. C'est la fin. Merci à vous d'être venus. Merci Stanislas. Je trouve que c'était un joli moment d'échange. On a fait un peu le tour du monde et du théâtre, et des auteurs et des acteurs.